salle. Ok. Très bien. Donc on va commencer. Donc bonjour. Je vous présente. Donc je suis Yannick Api. Je suis membre du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc j'ai également la charge donc, de la communication pour la région, en ce qui concerne la région Europe. Je dois dire effectivement que je suis particulièrement heureux de vous voir tous réunis ce jour pour vous imprégner de la situation des droits fondamentaux et de la démocratie aujourd'hui allègrement, j'allais dire, méconnue aux citoyens camerounais, finalement par un régime qui est en fin de règne et qui est devenu illégitime depuis le 7 octobre 2018. Alors, illégitime puisqu'effectivement sorti par les urnes. Il s'agira aujourd'hui de vous entretenir au cours de cette conférence sur cette importante actualité qui concerne donc les enlèvements extrajudiciaires dont étaient victimes le président élu, le professeur Maurice Kamto, les membres de son équipe de campagne, mais également les militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je voudrais, et ce sera véritablement quelque chose, en tout cas notre objectif durant cette conférence, vous demander d'être extrêmement attentif aux éléments qui vont être avancés, puisque nous allons évoquer ici, vous l'avez bien compris, hein, on est dans un contexte qui est surtout fortement imprégné du juridisme, mais je voudrais rappeler qu'on est avant tout dans un contexte uniquement politique. Hein, et donc cette conférence sera l'occasion de vous révéler, j'allais dire, les dessous finalement de cette actualité extrêmement forte. Nous allons également évoquer, et je pense que certains d'entre vous l'ont traité déjà dans divers médias, dans vos médias respectifs, mettre en avant cet aspect qui a été encore ignoré récemment, mettre en avant le fait qu'on assiste à une sorte de stratagème qui n'a pas démarré, j'allais dire, depuis fin janvier, mais en réalité qui a démarré depuis quelques années maintenant. Donc ce sera l'occasion pour les différents intervenants qui vont intervenir ici de revenir là-dessus. Je dois vous faire néanmoins une petite précision, c'est que nous allons avoir deux intervenants. Donc à ma suite viendra intervenir M. Henri Djoko, qui est le responsable du mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour la région Europe, mais également l'avocat qui a été saisi en région Europe par le MRC, Maître Adil Savant, qui va vous entretenir sur l'aspect juridique de cette affaire et vous faire part également des éléments, des points qu'on a mis en avant dans le cadre de ce dossier. Donc, dernier point, et je laisserai la parole donc à M. Djoko. Nous avons prévu, nous avons rassemblé dans des clés USB des éléments contextuels concernant effectivement cette actualité, cette crise, pour vous accompagner dans le traitement de ce dossier dans vos divers médias. Donc, ces clés vous seront distribuées à la fin de cette conférence, mais vous allez effectivement pouvoir poser des questions à la fois aux responsables de la région, mais également à l'avocat et éventuellement moi-même s'il fallait revenir sur certains points. Donc je vous remercie encore une fois d'être présent et je demande à M. Djoko effectivement de prendre la suite. Merci. Merci Yannick Api. Merci mesdames et messieurs d'avoir honoré notre invitation de ce matin. Mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, chers militants du MRC, le dimanche 7 octobre 2018 était un jour du scrutin présidentiel au Cameroun. 9 candidats étaient en route, dont le président sortant, M. Diapol, âgé de 85 ans, avec 36 ans passés au sommet de l'État sans discontinuer, M. Maurice Kamto,
ancien ministre délégué de la Justice, candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et de la coalition des forces du changement et de la Renaissance nationale. Après sa création en août 2012, le MRC a pris part au double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. Malgré les fraudes sauvages et barbares qui ont faussé les résultats de cette élection, le MRC a officiellement obtenu un poste de député et 19 postes de conseillers municipaux dans certaines municipalités du Cameroun. En termes de suffrage valablement exprimé, le MRC est sorti de cette élection de 2013 en occupant la place de quatrième force politique, d'après les chiffres établis par le gouvernement, parmi près de 250 partis politiques présents au Cameroun. En son temps et à la suite de cette élection, le MRC avait dressé un rapport général sur ce double scrutin qu'il a envoyé au président de la République, au gouvernement et à diverses chancelleries accréditées au Cameroun, ainsi que diverses organisations internationales. En substance, le dit rapport dénonçait les fraudes multiples et diverses ayant émaillé le double scrutin, et il décriait la coalition entre l'administration, l'organe électoral et les CAM, les partis au pouvoir, j'ai nommé le Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais RDPC, dans l'organisation des fraudes et la protection des fraudeurs au profit du parti de M. Biya. Fort donc de son analyse de ce scrutin, le MRC concluait son rapport général par des propositions concrètes sur la réforme du code électoral et de l'organe électoral et les CAM. En partie attaché au respect du jeu institutionnel, le MRC, à travers son député à l'Assemblée nationale, a déposé une proposition de loi portant la réforme du code électoral en novembre 2014. Il n'est pas inutile de rappeler que cette proposition de réforme du code électoral n'a jamais eu de suite jusqu'aujourd'hui. De septembre 2013 à 2018, avant l'élection présidentielle, le MRC a méthodiquement et régulièrement sensibilisé l'opinion nationale, l'opinion internationale, sur l'impérative nécessité de la réforme consensuelle et véritablement démocratique du code électoral et de l'organe électoral et les CAM avant la tenue de 12 scrutins, notamment le scrutin présidentiel d'octobre 2018. Malheureusement, toutes ces démarches entreprises pacifiquement et légalement par le MRC pour prévenir un conflit post-électoral à cause des fraudes, du mauvais code électoral et de la partialité des LECAM n'ont essuyé que mépris et refus systématique du régime. Toujours dans sa logique de respect des institutions de notre République, le MRC a décidé de prendre part au scrutin du 7 octobre 2018, malgré les possibilités de parvenir, autant pour moi, à une réforme consensuelle du code électoral ainsi que de l'État. Arriva donc le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Avant le scrutin, le MRC a remarqué, a noté que le gouvernement s'est livré à des manœuvres irrégulières dont on peut citer entre autres le refus systématique par les 154 tribunaux de première instance du Cameroun de délivrer au parti des ordonnances lui permettant aux huissiers de mobiliser, de constater d'éventuelles fraudes le jour du vote. On peut citer aussi la publication des listes électorales le jour même des élections, alors que l'article 97 du Code électoral prévoit que les listes des bureaux de vote doivent être transmises au démembrement communaux d'élection Cameroun, c'est-à-dire ELECAM, et être affichées au moins 8 jours avant la date du scrutin. Je me limite là pour ces quelques exemples de fraude avant les élections. Pendant l'élection, le MRC a remarqué que, alors qu'il avait régulièrement déposé auprès de l'ELECAM la liste de ses représentants dans tous les 25
avec le concours de l'administration et principalement des forces de maintien de l'ordre et la complicité active de l'organe électoral et l'État. Certains de ces représentants de la merci dans ces bureaux de vote qui ont résisté à la corruption et à la fraude ont été victimes de tentatives d'assassinat. On a aussi remarqué que dans certains bureaux de vote, l'ECAM a fait voter à la place de certains électeurs supposés absents, d'autres qui n'en étaient pas inscrits. Je me limiterai là pour cette fois pendant les élections. Après l'élection et pendant devant le Conseil constitutionnel, le candidat Maurice Kamto, au lendemain de cette élection du 7 octobre, a revendiqué sa victoire en se fondant sur les remontées des résultats des bureaux de vote vers son quartier général et conformément à l'article 113 du Code électoral qui dispose que, immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Et afin que sa victoire soit officialisée et son score amélioré, Maurice Kamto a saisi le Conseil constitutionnel, notamment sur certains faits précis, notamment la récusation de 5 de ses membres sur 11, sur les fraudes électorales, et usant de l'argument selon lequel il est permis au Conseil constitutionnel de mener des enquêtes sur les fraudes électorales. Il a aussi saisi le Conseil constitutionnel sur l'expulsion des représentants de ses représentants dans le bureau de vote. Curieusement, à l'unanimité, les membres du Conseil constitutionnel sur cet aspect ont affirmé que la demande du requérant ne peut prospérer car la requête ne figure pas sur les PV sur lesquels ces représentants ont mentionné qu'ils ont été expulsés. Comme si, dans le cas d'une expulsion d'un bureau de vote, par exemple, on pourrait demander à ce bureau un peu de temps pour mentionner son malheur sur un PV. Malgré donc ces inégalités, le Conseil constitutionnel a déclaré M. Paul Biya vainqueur avec 71,28% de suffrage et a donné à M. Kamto Maurice 14,23%. Alors que les chiffres établis par le MRC, d'après la remontée des résultats que j'ai indiqués tout à l'heure, donnaient à M. Biya Paul 38,47% et au représentant du MRC, le professeur Maurice Kamto, 39,74%, faisant de lui le candidat élu par le peuple camerounais. Dans les conclusions de sa plaidoirie devant le Conseil constitutionnel et après la validation de ces résultats par ce Conseil, le président Maurice Kamto a indiqué que le MRC allait entrer en résistance pour dire non au hold-up électoral et plus tard, dans une déclaration rendue publique, il indiquait qu'il allait utiliser de tous les moyens de droit pour rétablir la vérité des urnes. C'est ainsi donc que fut mis en place le plan national de la résistance. Et c'est dans ce contexte, mesdames, messieurs, que le plan national de résistance fut élaboré. Ce plan prévoyait entre autres des marches, des rassemblements pacifiques dans des endroits symboliques du Cameroun et dans les principaux pays étrangers où la communauté camerounaise est établie. Dans sa phase numéro 2 de ce plan national de résistance, il était clairement indiqué, et je cite, « Il est instauré de façon hebdomadaire le un jour non au hold-up. Durant ce jour, il est recommandé à tous d'organiser des débats publics ou privés par petits groupes ou pour un grand auditoire sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le vol auquel elle a donné lieu et ses conséquences sur la cohésion nationale avec la montée du tribalisme et la tentation du repli identitaire, sur les progrès économiques et sociaux du pays au moment où la pauvreté s'aggrave, en particulier dans les couches vulnérables de nos populations. L'objectif ultime doit être de faire du non au hold-up la résistance nationale contre l'injustice, l'indifférence au suffrage de nos populations, notamment celles des régions frappées par la guerre. Fin de citation.
C'est donc dans ce cadre-là, mesdames et messieurs, que les marches pacifiques sont organisées dans toute l'étendue du territoire national au Cameroun et en diaspora. Notamment les marches du 26 janvier, prévues le 26 janvier, le 2 février et le 9 février 2019. La marche du 26 janvier aura donc finalement lieu de manière significative au Cameroun, notamment dans les régions de l'Ouest. Je peux citer les villes de Bafoussam, de Banganté, de Tchang, de Bafang, de Mbouda et Tchouka. Dans la région du littoral, on peut citer la ville de Loire, Banga, Konsamba. Dans la région du centre, principalement à Yaoundé. Dans l'extrême nord, dans la ville de Maroua. Et en diaspora, dans la ville de Paris, de Strasbourg, de Berlin, de Bruxelles, de Milan, de Rome, de Genève, de New York, Washington, Ottawa, Montréal, etc. Au Cameroun, pendant ces marches, et face à des manifestants aux mains nues, les forces de sécurité vont user de violences disproportionnées, usant indifféremment des gaz lacrymogènes, des jets d'eau, de toute autre arme à leur disposition. Plus grave, ces forces de sécurité vont tirer à balles réelles sur des manifestants inoffensifs. On va ainsi dénombrer parmi les décès 2 cadres du MRC à Douala, M. Célestin Djamel, qui est secrétaire national du MRC en charge des droits de l'homme, et maître Michel Doki, avocate de profession, vice-présidente de l'organisation des femmes du mouvement pour la naissance du Cameroun, et en même temps secrétaire départemental du MRC dans la commune de Douala-Premier. On va aussi noter au cours de cette manifestation beaucoup d'autres cadres du MRC qui seront blessés. Sur les casses dans les ambassades du Cameroun en diaspora, lors des marches de cette journée du 26 janvier 2019, alors même qu'aucun acte de violence n'a été répertorié sur le territoire national comme émanant d'un militant du MRC, et concomitamment avec les violences que je viens d'indiquer, des arrestations ont eu lieu le 26 janvier, notamment à l'ouest et au centre du pays. Le gouvernement indiquera dans un communiqué qui rendra public le 26 avoir interpellé 62 personnes à Yaoundé, 42 personnes à Bafoussam et 13 personnes à Mbouda. Au cours de cette même journée du 26 janvier 2019, des manifestants dans certaines villes en diaspora, donc notamment Paris et Berlin, vont procéder à des prises de nos ambassades en y entrant avec effraction et en y procédant à des destructions de certains biens. Curieusement, et avant même qu'aucune enquête ne soit ouverte, ce soir même du 26 janvier 2019, le ministre de la Communication et le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation vont, au cours d'une conférence de presse, précipitamment attribuer au MRC des incidents survenus dans les ambassades du Cameroun à l'étranger et en déclarant, je cite, « À l'étranger, une centaine de militants du MRC se sont attaqués à l'ambassade du Cameroun à Paris, en France. Après avoir escaladé la grille d'enceinte de l'immeuble abritant l'ambassade, ils se sont introduits par effraction dans le bâtiment, saccagé tout sur leur passage et causé des dégâts considérables. À l'heure qu'il est, ces individus ont été évacués par les forces de sécurité françaises. Ensuite, par une note du 26 janvier 2019, le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun à Paris, M. Antoine Amadou, contrairement aux allégations des membres du gouvernement, dans un document rendu public ayant pour objet, je cite là l'objet, compte rendu sommaire de l'incendie intervenu dans l'ambassade du Cameroun
Amadou, autant pour moi, pardon, va clairement indiquer ceux qu'il identifie comme les organisateurs de la marche du 26 janvier à Paris, tout comme ceux qu'il pense être les auteurs des dégradations intervenues dans les locaux de l'ambassade du Cameroun. À aucun moment, M. Amadou ne mentionne ni le MRC, ni aucun de ses responsables, tant au Cameroun qu'en diaspora, et plus particulièrement en France et en Europe. Le MRC, donc, par la voix de son président, a vivement condamné ces actes de dégradation dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Le MRC déplore et rejette la tentative du gouvernement camerounais de lui attribuer la responsabilité de ces dégradations et condamne cette volonté de travestir la vérité en faisant du MRC le coupable idéal. Les structures du MRC en diaspora n'ont jamais été de près ou de loin associées à ce qui s'est passé dans les ambassades du Cameroun ce 26 janvier 2019 à Paris et à Berlin. Maintenant, sur les arrestations du président Kamto et des leaders de la coalition ayant soutenu sa candidature à l'élection présidentielle. Le 28 janvier, c'est-à-dire 2 jours après la manifestation du 26, au domicile de M. Alben Zongo, à Douala, qui est un de ses alliés politiques et qui a soutenu la candidature de M. Kamto à la présidentielle 2018, le président élu Maurice Kamto a été arrêté. Au moment de son arrestation vers 19h30 ce jour, il tenait une réunion de travail avec les membres de sa coalition à l'élection présidentielle. Pour justifier cette arrestation, la police leur a présenté, pour tout document, un mandat de perquisition signé de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala à Lyon. Le dit mandat de perquisition contenait curieusement les noms des personnes suivantes: M. Kamto Maurice, M. Penla Ekouka Christian et M. Alben Zongo. Une fois interpellés, avec 80 autres personnes trouvées sur ces lieux, soit à l'extérieur du domicile, soit à l'intérieur du domicile, ils ont été privés de leur téléphone portable immédiatement, puis conduits, dûment menottés, comme si c'était les grands bandits, à la police judiciaire du littoral, et non pas auprès du magistrat signataire du fameux mandat de perquisition. Ensuite, ils ont été embarqués à minuit dans un bus qui prendra la direction de Yaoundé vers 2 h du matin, avec interdiction aux passagers, pendant tout le trajet qui dure pas moins de 4 heures, d'assouvir quelques besoins naturels que ce soit. Vous pouvez imaginer les conditions dans lesquelles ça a pu se faire et dans quel état ils sont arrivés à Yaoundé. Une fois à Yaoundé, le professeur Kamto et ses compagnons de voyage ont été conduits au groupement spécial d'opération. Il s'agit de l'organe de sécurité qui s'occupe principalement des bandits de blanche main et non pas des devenus de droit commun. Auprès du GSO, ils ont été toujours privés de leur liberté et sans notification de quelque acte que ce soit justifiant une garde à vue ou une détention dans un lieu comme ce GSO. Et ce GSO n'est pas non plus une unité de police judiciaire. Ce n'est donc que finalement le 30 janvier 2019, soit 2 jours après, et après des recherches infructueuses et des obstructions de police, que les avocats constitués ont pu accéder aussi bien au professeur Kamto qu'à quelques personnes gardées à vue depuis le 26 janvier 2019 pour certaines personnes. M. Penla Ekoka, quant à lui, n'a pas été gardé au GSO, mais plutôt au CED, qui est le secrétariat d'État à la Défense, c'est-à-dire la gendarmerie nationale du Cameroun, avec certaines personnes comme M. N'Djamène Célestin, qui a reçu une balle
blessés et enlevés de leur lit d'hôpital avant d'être conduits près de C16 où ils ont été privés de soins avec des blessures graves. En ce qui concerne M. Paul-Éric Kingé, ancien directeur de campagne de Camp de Maurice, de M. Gaston Abéa, d'Ivaceo, leader d'opinion des musiciens de son État, il n'est pas inutile d'indiquer que M. Paul-Éric Kingé a été arrêté le 26 janvier 2019 devant un supermarché de la ville de Yaoundé avant le début de la marche de ce jour. Et ce, à plus de 2 km de l'endroit où la marche devait avoir lieu. M. Gaston Abéa n'était pas non plus présent à l'endroit de la marche. Il n'avait même pas pris part à cette marche ce 26 janvier. En date du 28 janvier 2019 toujours, quant à lui, le professeur Alain Faubé, qui était gentiment chez lui, il a été invité à se présenter au commissariat central numéro 3, où il sera placé en garde à vue sans aucune notification d'acte avant d'être transféré au mouvement spécial aussi. Et face à cette injustice dont il ne comprenait pas le bon sens, il entamera une grève de la faim en compagnie de plusieurs autres détenus. Tous ces interpellés seront donc interrogés sur les charges suivantes. Donc, on les accuse d'insurrection, d'attroupement, de rébellion en groupe, de trouble à l'ordre public, d'hostilité contre la patrie, d'association de malfaiteurs et d'incitation à l'insurrection et enfin de complicité. Tous ces chefs d'accusation vont entraîner parfois à des peines capitales. Donc ces personnes arrêtées ont été toutes privées de leurs droits. Il ne leur a pas été donné la possibilité de rendre leur famille pendant plusieurs jours. Ils ont été également privés de tout moyen de communication. Les familles sont demeurées dans l'ignorance du lieu de détention de leurs proches pendant plusieurs jours. Au CED, qui est le secrétaire d'État à la Défense, les visites sont interdites et les soins médicaux ne sont pas prodigués aux gardés à vue, dont notamment M. Nitamen et M. Fankafon ont cité tout à l'heure. Aujourd'hui, tous ces interpellés ont été déférés à la prison centrale de Contenu à Yaoundé, où ils purgent une peine indéfinie, et on assiste tous les jours à des manœuvres dilatoires du régime qui consistent soit à ne pas savoir dans quelle juridiction ils vont finalement être traduits, soit à reporter leur comparution de semaine en semaine, comme si le temps était une variable inaliénable. Sur le conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis octobre 2016, suite à des revendications corporatistes de nos compatriotes anglophones, le gouvernement camerounais, au lieu de leur accorder une oreille attentive à leurs demandes, a plutôt versé dans la réflexion la plus brutale, refusant toute demande au dialogue, refusant tout débat parlementaire sur la question et promettant de réduire au silence par les armes ceux qui oseraient maintenir ces revendications. On est ainsi entré dans un conflit qui aujourd'hui est quasiment devenu une guerre civile, avec son lot de tués. Et on dénombre plus de 6 000 tués côté civil, et plus de 300 tués côté force de l'ordre, dans un conflit inutile dont les raisons restent vraiment obscures. La situation devient encore plus dramatique pour ce conflit. On note comme conséquence l'absence de scolarisation dans les zones sud-ouest et du nord-ouest. On note l'afflux des réfugiés qui sont abandonnés à leur triste sort dans les forêts du sud-ouest et du nord-ouest, où ils vivent dans des conditions insoutenables, sans soins, sans hygiène pour les enfants et surtout pour les femmes,
Donc, parfois les accouchements se font dans des conditions difficiles, voire mortelles, avec des séquelles irréversibles pour les enfants et les mamans. Ce conflit entraîne pour les Camerounais d'avoir des réfugiés au Nigeria qui aujourd'hui vivent dans un camp par milliers dans des conditions inhumaines. Toujours à la suite de ce conflit, on note des incendies de villages entiers, des incendies des hôpitaux, des écoles et des enlèvements contre l'enfant. À ce jour, les Camerounais de cette zone sont devenus des réfugiés dans leur propre pays avec plus de 500 000 déplacés. Et pourtant, le MRC, dès sa création en 2012, avait fait des propositions au gouvernement camerounais sur la prise en compte du problème anglophone par les responsables politiques de notre pays. Et dès la naissance de ces revendications en octobre 2016, le MRC a demandé au régime l'ouverture d'un dialogue inclusif sans condition. Mais comme à son habitude, le pouvoir a répondu par le mépris, l'indifférence et l'usage de la force et de la violence disproportionnée. Sur la haine et l'instrumentalisation entre les communautés. À cette privation arbitraire des libertés de nos leaders s'ajoute aujourd'hui une campagne d'intimidation et d'appel à la haine contre les communautés orchestrée par le pouvoir illégitime en place à Yaoundé et vivement entretenu dans les réseaux sociaux visant certaines composantes ethniques de la communauté nationale camerounaise. Cette campagne prend de l'ampleur avec des arrestations répressives et discriminatoires à l'entrée et à la sortie des aéroports internationaux du Cameroun, pratiques perpétrées et hautement discriminatoires par des agents de contrôle aux frontières, encouragés en cela par les ordres du pouvoir de Yaoundé et les déclarations de certains de Yaoundé. Mon collègue reviendra tout à l'heure beaucoup plus en détail sur cet aspect de la chose. Alors, mesdames, messieurs, le Cameroun connaît aujourd'hui déjà un conflit au nord-ouest et au sud-ouest avec le massacre de milliers de civils camerounais et des centaines de membres des forces armées. Il ne serait pas indiqué que cette incitation à la haine entre communautés conduise à un autre conflit fratricide dont le pays pourrait bien se passer. Pour ces raisons, le MRC Europe interpelle vivement la communauté internationale quant à une réaction forte pour mettre un terme à cette dangereuse dérive susceptible de plonger le pays dans un énième conflit dramatique pour tous ses habitants. En effet, l'attentisme, si ce n'est le silence coupable de certains partenaires influents du Cameroun, donc principalement la France, pour ne pas la citer, s'apparente à un soutien implicite au régime de Yaoundé qui se sent ainsi conforté dans sa barbarie. Le spectre du génocide rwandais guette le Cameroun et il serait temps de l'oublier. En conclusion, mesdames, messieurs, nous continuons de dire non au hold-up électoral, non au hold-up de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, non à l'institutionnalisation de la haine entre les communautés au Cameroun, non au hold-up de la fortune publique. Et par conséquent, nous exigeons le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote pour rétablir la vérité des urnes. Nous demandons la libération immédiate et sans condition du président élu Maurice Kamto, de Christian Penda Ekoka, je rappelle, président de l'association Agile et conseiller stratégique du président Kamto pendant l'élection électorale, d'Albert Zongan, je rappelle aussi, président du parti politique La Dynamique et membre de la coalition qui a soutenu la candidature de Maurice Kamto, de Alain Foguet-Telom,
trésorier national du MRC, de Gaston ABAB, alias Valsero, artiste musicien et membre aussi de la coalition qui a soutenu le candidat Maurice Kamto, de Paul-Éric Ingé, président du mouvement du MPCF et directeur de campagne du candidat Kamto, de Maître Michel Doki, avocat, vice-présidente de l'Organisation des femmes du mouvement de la Renaissance, et de tous les militants sympathisants du MRC, ainsi que tous les citoyens camerounais actuellement arbitrairement détenus. Nous demandons aussi la fin du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec la libération de tous les leaders politiques anglophones sans condition et l'ouverture d'un dialogue inclusif pour la résolution définitive de cette crise. Nous demandons enfin la réforme du code électoral, la réforme consensuelle du code électoral avant toute nouvelle élection au Cameroun. Je vous remercie. Voilà, merci Monsieur Joko. Donc ceci effectivement a été l'approche politique, comme je l'indiquais tout à l'heure, du sujet, qui a bien évidemment bien décrit les conditions dans lesquelles se sont progressivement construits les enlèvements extrajudiciaires. Effectivement, je souhaite vraiment le préciser, puisque, comme il a été indiqué tout à l'heure, lors des arrestations, si on peut dire ainsi, n'a été présenté aux personnes en détention aujourd'hui qu'un simple document qui faisait office de mandat de perquisition. Voilà, je ne suis pas juriste. L'avocat, effectivement, qui va prendre la suite maintenant, va pouvoir vous édifier davantage sur l'aspect juridique et les failles qui entouraient ce dossier. Mais en allant un peu plus loin, va vous évoquer également avec vous les procédures qui sont en cours et qui ont été menées et lancées par le MRC Europe. Donc je vais donc demander à Maître Savant, qui est donc l'avocat commis par la région Europe, de venir ici effectivement nous entretenir sur ces aspects-là. Et donc les questions, par contre, effectivement, donc je sais qu'il y a des questions qui vont pas tarder, mais les questions sont réservées juste après son passage. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord remercier les responsables du MRC qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à cette conférence. Remercier aussi les personnes qui ont été contactées et qui se sont présentées, qu'elles soient journalistes, spécialistes des relations internationales ou simplement personnes concernées par cette crise et par donc l'avenir du Cameroun. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit de manière très complète et très claire sur ce qui concerne le déroulement de la crise, simplement revenir sur quelques points. Tout d'abord, sur ce qui a été le déroulement de la crise. Je ne vais pas revenir sur les multiples irrégularités qui ont lieu. Elles sont tellement nombreuses qu'on finit presque, au final, par être un peu noyé, en fin de compte, par tout ce qui a été irrégulier et tout ce qui a été incompréhensible durant la campagne. On peut penser notamment au scandale des faux observateurs de Transparency International, au déblocage très tardif de fonds totalement dérisoires à l'opposition pour mener sa campagne, alors que de l'autre côté, on avait un candidat, Paul Biya, qui avait organisé sa perpétuation au sein du pouvoir en utilisant tous les moyens de l'État. C'est accessible sur des moteurs de recherche généralistes, vous pouvez taper le nom des ministres, vous allez avoir des appels à donner des fonds, vous allez avoir des appels à s'engager de la part de personnes qui utilisaient les moyens de l'État, qu'ils soient logistiques ou financiers, pour que Paul Biya reste indéfiniment au pouvoir. Donc tous ces éléments-là, ils sont accessibles, et donc il est à mon avis pas nécessaire de revenir dans le détail dessus, et ce notamment du fait que vous avez tous les détails sur ces différents points. Cependant, il y a d'autres points sur lesquels on pourrait insister, et tout d'abord sur le fait que techniquement, ça a été assez peu mis en avant, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent au quotidien, mais la seule preuve que vous ayez que Paul Biya soit président est la parole de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire que c'est techniquement, juridiquement et logiquement impossible d'affirmer que cette personne est présidente pour une raison simple, c'est qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui rejette, sans même l'examiner sur le fond,
les requêtes qui ont été déposées, c'est ce qui s'est passé, elles ont été rejetées au stade de la recevabilité, donc elles n'ont même pas été examinées au fond, et les seules preuves qui ont été produites par le Conseil constitutionnel, c'était 5 procès-verbaux qui sont des faux. Donc techniquement, quelles sont les preuves des résultats qui ont été avancés par Paul Biya? Aucune preuve. Vous avez simplement la parole de 9 membres du Conseil constitutionnel qui est dans sa main. Parce qu'il est soit, il y a des membres qui sont désignés par lui, d'autres qui sont désignés par ses proches, et il y a un nombre très important de membres du Conseil constitutionnel qui sont des membres de son parti politique directement. Donc techniquement, vous n'avez pas la preuve et on ne peut pas affirmer aujourd'hui que Paul Biya est président. Sauf à prendre évidemment sa parole pour argent comptant. Alors ensuite, simplement pour un petit peu détailler ce qui s'est passé dans le déroulement de la crise après l'annonce des résultats, je souhaiterais simplement énoncer des considérations qui sont des considérations de simple bon sens. Mon client, le client que j'ai l'honneur d'assister, donc aux côtés d'autres avocats de son équipe de défense et de l'équipe de défense des militants enfermés, c'est un éminent professeur de droit international, et quand on a une carrière si brillante et qu'on est reconnu internationalement, on ne s'invente pas une victoire à l'élection présidentielle. Voilà. Déjà, c'est un élément de simple bon sens. Quand on est au service du droit soi-même, dans son activité de professeur, dans son activité académique toute sa vie, on ne s'invente pas une victoire à l'élection présidentielle. Donc les preuves de la victoire de Maurice Kamto existent, et sans la remontée de ces preuves, il n'aurait jamais affirmé qu'il était vainqueur. C'est le premier élément. Le deuxième élément, et là encore, je souhaite le mettre en avant pour une raison simple. C'est que vous assistez à une conférence donc, qui est organisée par le parti de M. Maurice Kamto. Vous pouvez vous dire, on est dans un conflit politique classique entre des personnes qui ont des opinions divergentes. Et c'est une vue qui serait partielle et qui serait inexacte. Pourquoi? Parce qu'il faut faire appel au simple bon sens. Si M. Paul Biya avait véritablement gagné les élections avec plus de 70% des voix, et dans ce cas-là, quel serait l'intérêt d'enfermer Maurice Kamto et d'enfermer des militants qui manifestent pacifiquement? Quand on gagne avec plus de 70% des voix, on est normalement d'une sérénité absolue. On est d'une sérénité absolue. Donc on peut laisser des personnes manifester, on peut laisser des personnes protester, et on n'est pas inquiet à ce point. Deuxièmement, quand on gagne avec plus de 70% des voix, on devrait être enchanté à l'idée d'un recomptage des votes sous supervision internationale. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que c'est une proposition, évidemment, qui a placé le président sortant, parce que Paul Biya est maintenant le président sortant, le président élu étant Maurice Kamto, ça l'a placé dans un immense embarras, cette idée du recomptage international. Donc ça, c'était pour revenir un petit peu sur des éléments, avant de rentrer sur des considérations qui sont strictement juridiques, des considérations de simple bon sens, qui, à mon sens, font appel à n'importe quelle personne de bonne foi qui s'intéresse à ce conflit et qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Alors par la suite, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu une escalade progressive dans ce conflit, je l'ai vu parce que j'ai été constitué il y a plusieurs mois, donc j'ai pu assister au durcissement donc, de la position du pouvoir de Paul Biya. À l'origine, on a une première manifestation fin octobre qui débouche sur 45 arrestations, dont l'arrestation de Madame Michèle Ndokir, l'une des membres de l'équipe de défense de Maurice Kamto. Et je profite de cette occasion quand même aujourd'hui pour lui rendre hommage, parce que en tant qu'avocat, je fais un travail depuis Paris, mais il y a des personnes qui prennent des risques physiques énormes au quotidien pour qu'on puisse avoir les informations qu'on a, pour pouvoir vous les répercuter et pour pouvoir travailler à partir de ces informations-là. Donc il faut rendre hommage au travail des avocats camerounais qui est fait. Alors donc on a cette arrestation. On a un autre avocat de M. Maurice Kamto, M. Éric Moukam, qui est passé à tabac, qui tombe dans le coma à la suite de cette manifestation. On a M. Emmanuel Sim, un autre avocat de Maurice Kamto, qui est lui aussi arrêté. Ils sont jugés le 4 décembre 2018, donc pour des charges extrêmement vagues de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte. Et les charges sont finalement abandonnées et ils sont libérés. Alors pourquoi je vous raconte ces éléments-là? Pour vous montrer qu'on est face à un pouvoir qui va répondre en fonction de la pression qu'il ressent. D'accord? Je me souviens d'une allocution de M. Paul Biya où il indiquait « ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut ». Et bien là, vous en avez une illustration flagrante parce que M. Paul Biya reste au pouvoir parce que pour l'instant, il le peut.
il n'a plus la force du droit, mais il a encore, selon lui, le droit à la force. Donc, on a ces personnes-là qui sont libérées, donc on a les charges qui sont abandonnées, mais on a quand même une répression qui va s'étendre à l'ensemble de la société civile. C'est quand même pas anodin qu'on ait une journaliste anglophone, Madame Mimi Mefo, qui est arrêtée, on a des artistes comme le rappeur Valsero qui a été arrêté, on a un mouvement, on a une tentative de mettre l'ensemble de la société en coupe réglée. Voilà. S'il faut retenir aussi des choses de ces interventions-là, l'un des éléments quand même qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas simplement dans un affrontement entre des formations politiques. On est dans une situation dans laquelle une personne a perdu les élections et est prête à s'accrocher au pouvoir jusqu'au dernier Camerounais. C'est ça qu'il faut retenir. Alors ensuite, évidemment, la situation elle a continué à s'aggraver parce qu'il y a encore des protestations pacifiques, on a encore une personne qui sait qu'elle a perdu les élections, et on va avoir une deuxième série d'arrestations qui va avoir lieu, et qui va donc grossir le compte des personnes qui sont arrêtées. Or, pour maintenant parler un petit peu de ce qu'est la situation depuis fin janvier, on a eu un certain nombre de requêtes qui ont été déposées pour que les juridictions qui ont en charge donc la détention et puis le suivi de l'affaire des personnes arrêtées, pour qu'elles se déclarent incompétentes, parce que ce sont des juridictions militaires et que des juridictions militaires ne peuvent pas juger des civils. Toutes ces requêtes ont été rejetées, et donc on a véritablement la volonté de tout simplement créer une justice qui n'en est pas une, créer une justice sur mesure pour pouvoir maquiller des persécutions politiques en des procès de droit commun. Pour vous apporter quelques éléments supplémentaires sur le plan juridique, il y a une chose dont je peux vous faire part et que vous pouvez vérifier auprès de n'importe quel avocat, donc y compris voilà, quelqu'un qui ne serait pas du tout dans la tâche et dans la charge qui m'est confiée. En principe, quand on a des faits délictueux qui sont commis dans un autre pays, il faut évidemment faire des investigations dans cet autre pays. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire une demande de coopération. Normalement, si la justice camerounaise avait souhaité faire un véritable travail respectueux de la présomption d'innocence, on aurait eu une demande de coopération judiciaire internationale adressée à la France. La France aurait elle-même mené des investigations sur son sol, identifié les personnes ayant commis les troubles, réalisé des constats sur leur téléphone portable, essayé de voir s'il y avait des liens avec les personnes qui sont emprisonnées, et elle aurait renvoyé ces éléments-là aux autorités camerounaises. C'est comme ça qu'une procédure classique, respectueuse des droits de la défense, se déroule. Rien de tel ne s'est déroulé, tout simplement parce que les autorités camerounaises savaient pertinemment que de telles mesures d'investigation allaient encore plus montrer le caractère politique et fabriqué du procès. Et c'est pour ça que ces demandes de coopération n'ont jamais eu lieu. Donc, quand on peut faire ce constat ensemble, on voit très clairement qu'on n'est pas dans un affrontement d'opinion. On est dans l'instrumentalisation d'un appareil judiciaire à des fins de persécution politique, et on a une situation qui s'aggrave progressivement. Je suis tout à fait d'accord avec le constat qui a été fait préalablement. Pour ce qui concerne le Cameroun, un scénario rwandais n'est pas à exclure. Alors ça semble totalement difficile à appréhender comme constat quand on a à l'idée les horreurs qui ont eu lieu au Rwanda, mais je vais me permettre de très rapidement vous lire quelques déclarations qui ont été faites par M. Jean de Dieu Momo, qui est le ministre de la Justice du Cameroun. Alors je vous donne ces déclarations qui sont issues d'une interview en date du 1er février 2019. Alors, pour que vous ayez des éléments de contexte, donc M. Jean de Dieu Momo parle ici donc de la communauté à laquelle appartient M. Maurice Kamto, la communauté Bamileke. On raconte qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'étaient, n'est-ce pas, les Juifs, et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi je dis qu'on raconte, c'est le bruit, c'est du rapporté, et qu'ils étaient d'une arrogance que
que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Donc je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont instruits comme M. Camteau puissent savoir où ils amènent leur peuple. Alors, je le dis sans outrance, mais il faut quand même qu'on se dise que le sort des personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui dépend pas seulement, mais en grande partie du monsieur qui a proféré ces déclarations-là. Peut-être que le fait de s'en rendre compte, ça permet quand même d'apprécier l'urgence de la situation et donc d'apprécier le fait qu'on n'est pas dans une crise entre guillemets classique entre des personnes qui vont avoir des résultats assez proches et qui vont avoir un désaccord purement politique. Non, on est dans une situation qui est extrêmement grave et quand une personne s'accroche au pouvoir contre la volonté de son peuple, elle est traditionnellement prête à toutes les extrémités pour le conserver. Je pense que c'est ces éléments-là ce sont ces éléments-là qu'il faut retenir et donc se souvenir qu'ici, on n'a pas un conflit post-électoral classique, on a une personne qui s'est maintenue au pouvoir depuis 37 ans et qui, du fait qu'elle s'est maintenue au pouvoir depuis 37 ans, ne prend d'une certaine manière même plus la peine d'habiller l'illégalité de ses actions. Je pense que quand on s'installe au pouvoir, on finit par développer peut-être une forme de paresse qui fait qu'on ne souhaite plus habiller les choses et qui donc se montre vraiment de manière avec une forme de transparence. C'est peut-être la seule transparence du régime camerounais, c'est de se montrer comme un régime xénophobe, de plus en plus xénophobe et de plus en plus agressif. J'en ai terminé pour mon intervention, donc nous sommes ouverts aux questions. Voilà, merci beaucoup Maître pour ces éclaircissements. Merci surtout pour, je retiens surtout cette expression effectivement également de bon sens parce que quelquefois on se laisse submerger par la sauvagerie de ce dossier, on se laisse submerger par des éléments de droit qui viennent étouffer un tout petit peu cette actualité, alors qu'on devrait peut-être prendre la peine d'observer les choses avec un certain bon sens. Donc je vous propose que nous ouvrions les questions, les questions. Donc s'il y a des questions, donc je vous demande simplement à chaque fois présentez-vous et présentez éventuellement le média que vous représentez de telle manière à ce que les téléspectateurs qui vous regardent puissent, qui ne vous voient pas, puissent vous entendre. Voilà. Oui. Une question pour M. Njoko, Cyril Ben-Simon du journal Le Monde. Un micro, ça va mieux. Alors, Cyril Ben-Simon du journal Le Monde. Question pour M. Njoko. Alors, déjà, si vous pourriez épeler votre nom, pas qu'on fasse après d'Aper, mais la question c'est quel est aujourd'hui l'état de l'opposition du MRC? Combien de personnes sont en prison? Et comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de mobilisation populaire aujourd'hui? Parce que c'est l'un des arguments du régime de dire très bien, on nous accuse d'avoir truqué ces élections, mais aujourd'hui, le MRC ne mobilise pas dans les rues. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il n'y ait pas de mobilisation populaire aussi? Et quel est l'état de l'opposition? Ça les dit. Merci. Donc on va passer la parole à M. Njoko pour faire une réponse, et puis éventuellement, si il y avait besoin, on pourrait apporter d'autres éléments, que ce soit l'avocat ou moi-même. Voilà. Merci pour la question. Je voudrais préciser l'orthographe de mon nom pour ne pas l'écorcher. Alors c'est D comme Daniel, J comme Jean, O, K-O, tout simplement. Alors, dire qu'il n'y a pas de mobilisation, c'est peut-être ignorer l'ADN du régime que nous avons en face de nous au Cameroun. Je crois que les Camerounais se mobilisent. Ils se mobilisent beaucoup pour soutenir le MRC. Vous n'avez qu'à voir, depuis l'arrestation du président, la résistance que ces Camerounais font par rapport aux violences perpétrées par le régime. Je veux citer les mouvements d'adhésion qui sont massifs aujourd'hui sur tout le territoire du Cameroun et à l'étranger pour s'inscrire et être militant du parti. Donc on peut considérer que
l'état actuel, les Camerounais ont compris que le véritable et le seul parti de l'opposition et qui peut défendre les intérêts des Camerounais et qui est un parti patriote, c'est le MRC. Cela se traduit au niveau local, comme ça se traduit en diaspora. De mémoire de Camerounais, on n'a jamais vu en diaspora autant de mobilisation dans la plupart des pays, la plupart des capitales, où les Camerounais sont présents pour réclamer justice, pour réclamer le rétablissement de la vérité des urnes. Donc, je considère que le MRC aujourd'hui connaît une certaine importance au niveau local, au niveau national, international, et qu'il se présente comme le véritable parti d'avenir. Il faut savoir que le régime sur place instille la violence et la peur qui sont ses principaux arguments. Parce que toute tentative de rassemblement, toute tentative de manifestation est violemment réprimée. Aujourd'hui au Cameroun, il faut se rendre compte que le simple fait de porter un t-shirt ou une effigie aux couleurs du MRC suffisent pour être arrêté. Détenir avec soi un livre écrit par le professeur Maurice Kamto dans les années 90 et qui s'intitule L'urgence de la pensée suffit pour être enfermé. Donc, les Camerounais se trouvent aujourd'hui face à une nouvelle forme de résistance qu'il faut construire. Parce que dans les années 60, ils étaient face à un régime colonial qui venait de l'étranger et qu'il fallait combattre. Et aujourd'hui, ce régime colonial a été remplacé par celui incarné par leurs frères, qui sont leurs voisins, qui sont de leur famille. Donc c'est une nouvelle forme de résistance qu'il faut organiser pour faire face à ce régime. C'est ce que je peux dire. On peut maintenant quelque chose à compléter. Juste, excusez-moi, comment vous jugez aujourd'hui l'état de l'opposition au Cameroun sur place? Dans l'état actuel, je crois qu'il y a plus de la plupart des cas qui sont arrêtés, mais 150 militants. Tout à fait. Il y a aujourd'hui près de... Au départ, on était à peu près 200, avec les dernières libérations qu'il y a eu. On est aujourd'hui autour de 100, 120 ou 130. Voilà. Et cette opposition s'organise autour du mouvement pour la naissance du Cameroun. Je vais laisser la parole à Maître pour compléter. Simplement pour apporter juste quelques éléments de contexte, il faut savoir que les personnes qui ont manifesté, elles ont bravé les nombreux contingents de police qui avaient déjà été dépêchés par Paul Biya, juste pendant et après l'audience devant le Conseil constitutionnel. Donc on avait dépêché des contingents de police avant même toute manifestation pour faire comprendre aux gens, pour les faire vivre dans la peur, et pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas manifester. Ça, c'est un premier élément. Et en dépit de ça, il y a eu des manifestations, de la résistance et des arrestations. Ça, c'est le premier élément. Simplement un élément de contexte qui est déjà connu, mais c'est quand même pas quelque chose d'anodin du tout. La candidature de M. Maurice Kamto, c'était une candidature de coalition aussi. Parce qu'il y avait un autre opposant qui lui aussi cristallise sur lui beaucoup d'intentions de vote, et il s'est désisté en sa faveur, et ça montre quand même qu'il y a des développements politiques extrêmement intéressants, et donc qu'on n'a pas du tout une opposition. On a une opposition qui nécessairement est diverse, parce qu'il y a beaucoup de partis, mais il y a quand même une forme d'union entre des personnes qui ne veulent pas que la situation persiste. D'autres questions? Peut-être juste des questions, peut-être, pour l'instant. Attends. Monsieur Ben-Simon Le Monde, toujours. Attends. Alors, comment avez-vous réagi aux différents communiqués, prises de position qui ont pu être faits ces derniers jours, que ce soit par le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, M. Timor-Nagy, ou bien par Mme Federica Mogherini pour la Commission européenne? Ce sont des encouragements pour vous? C'est des déclarations qui
soutien que la pression diplomatique sur le régime de Yaoundé pourrait permettre une libération de vos militants? Merci. Alors, pour donner quelques éléments sur cette question, c'est évidemment des éléments qui vont dans le bon sens. C'est des déclarations qui sont accueillies favorablement. Et en effet, ça va tout à fait dans le bon sens de demander la libération et aussi de prendre connaissance du fait que ce sont des procès politiques. Donc c'est un mouvement qui est amorcé. On souhaite et on espère qu'il s'intensifie et qu'il continue à se confirmer dans les semaines et dans les mois à venir pour qu'on obtienne donc le résultat qui est souhaité, la libération des opposants, le recomptage des voix et une réforme en profondeur du système électoral qui soit au profit de tous les Camerounais. Merci, Maître Saban. Une autre question, journaliste, voilà. Ma question s'adresse, je suis Jacques Moifo, JMTV+. Ma question s'adresse particulièrement à Maître Rissaban. Maître, sans être homme de droit, ne trouvez-vous pas qu'il y a beaucoup de vices de procédure déjà dans ces affaires, dans la mesure où chaque territoire dans un pays a compétence pour juger toute personne qui est en faute? Dans le cas du Cameroun, on assiste à des déportations de villes, de provinces pour Yaoundé, la capitale. Pourquoi cela? N'y a-t-il pas là tout simplement déjà des vices de procédure qui demandent, qui fait dire par le droit qu'on doit tout simplement purement libérer ces personnes-là? Merci. Merci, M. Moifo. Alors, il y a eu de multiples irrégularités au point qu'on une autre question. Oui, bonjour, François Thomas pour le magazine Brune. On a bien compris que aujourd'hui vous intervenez par rapport aux activités de ces derniers mois. Est-ce que vous avez Oui, je vais continuer sans micro. Est-ce que vous avez un calendrier de ce que vous comptez faire sur les 3-4 mois qui viennent d'ici l'été? Puisque le but du jeu, c'est de sensibiliser aussi les opinions ici. Vous êtes ici en tant que représentant de la diaspora européenne. Tout à fait. Dans les prochains mois, nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé, c'est-à-dire la sensibilisation et la mobilisation de nos Camerounais au soutien de nos leaders qui sont aujourd'hui emprisonnés. Ces soutiens passeront par les manifestations que nous avons commencées, que nous allons continuer, même en les intensifiant. Nous allons continuer aussi par la mobilisation et la sollicitation des principaux pays partenaires du Cameroun et qui peuvent avoir une quelconque influence sur le régime illégitime de Yaoundé. Nous allons continuer notre demande auprès des institutions internationales pour nous appuyer dans cette démarche. Et nous le ferons ainsi jusqu'à ce que tous ces leaders soient libérés. Donc voilà pour nous les principales actions que nous allons continuer à intensifier dans les prochains jours, qui arrivent. Mobilisation au soutien de nos leaders. Merci, M. Dioko. Une autre question? Monsieur Dioko, vous parlez des institutions internationales. On sait que ces jours-ci, le confrère de Maître Saban, Éric Dupond-Moretti et bien d'autres ont pris le relais en Europe et on parle beaucoup de la Cour des droits de l'homme à Genève. Quel pouvoir ont ces institutions-là pour, n'est-ce pas, obliger le régime de Yaoundé à respecter le droit? Merci pour la question. Nous devons signaler que le Cameroun ne vit pas dans un îlot isolé et que ce pays a signé
des conventions internationales qui lui sont applicables. Donc, ces institutions internationales disposent des moyens de droit pour faire pression sur ce régime et ses dirigeants afin que les conventions qu'il a lui-même librement signées et ratifiées soient acceptées. Je ne peux pas me mettre à énumérer quels peuvent être ces moyens dans le détail, mais ce sont des institutions qui fonctionnent, qui ont une certaine expérience et qui savent, au moment donné, quel levier activer pour contraindre le régime à ses propres obligations. Je peux poursuivre si personne n'a la parole. Maître Saban ou M. Djoko, nous savons aussi, n'est-ce pas, que ces institutions sont un peu à la solde de ceux qui les financent. On ne va pas se voiler le face. Nous avons vu le cas du Gabon. Voici 2 ans que je couvre les manifestations gabonais dans les diasporas. Ils ont tout ce qu'il faut dans les mains, mais on n'a pas entendu le premier partenaire du Gabon, comme celui du Cameroun, qui est la France, dire un mot allant dans le sens du droit. Nous savons qu'il y a plein de prisonniers politiques au Gabon, il y en a désormais au Cameroun, il y en a un peu partout. J'ai reçu Maître Tricot, Norbert Tricot en émission, qui en parlait, mais on ne voit pas cette communauté internationale agir. Ne va-t-on pas assister à, une fois de plus, à de la poudre versée dans les yeux des Africains? Je prends encore un autre exemple, après je vous donne la parole. Regardez le cas de Laurent Gbagbo aujourd'hui. 8 ans. 8 ans pour rien. Franchement, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à ces institutions dites internationales? Merci. Je pense que le travail qu'on fait, on le fait avec humilité et il est évident qu'il y a des éléments qui ne remplaceront jamais le fait qu'il y ait des personnes qui se mobilisent sur le terrain et qui fassent bouger les choses au Cameroun même et que ce soit voilà, des personnes des membres de la société civile, des avocats et des militants. Cependant, je pense quand même que la saisine d'instances internationales a un impact qui est certain parce qu'on a déjà vu des pays bouger du fait que, tout simplement, il y avait un organe indépendant et impartial qui avait constaté que des violations s'étaient déroulées. Cependant, il est évident que ce n'est pas les seules voies de droit qui sont envisagées, il y a beaucoup de possibilités qui sont à l'étude, et la saisine des instances internationales en fait partie. Merci. D'autres questions peut-être dans la salle? Je suis Olivier Nkena, journaliste retraité. Je reviens sur la juridiction. Elle a commencé au tribunal militaire, qui jusqu'ici ne s'avoue pas incompétente. Elle a basculé, elle a glissé, comme le terme usuel actuellement, elle a glissé au TGI, aux grandes instances. Elle retourne encore au tribunal militaire. Où est-ce qu'on se situe dedans? Merci. Peut-être une question qui est adressée à Maître Saban. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on est dans une procédure qui est longue et qui est complexe parce qu'il y a de multiples incidents de procédure. Il y a des débats qui ont trait à la détention, il y a des débats qui ont trait à la compétence du tribunal, et c'est ça qui explique que vous avez des décisions, des fois, qui peuvent être rendues par un tribunal ou par un autre. Il y a eu beaucoup de demandes pour obtenir la mise en liberté de M. Maurice Kamto, et des militants qui sont emprisonnés, tout simplement parce que c'est une détention provisoire qui ne peut pas s'expliquer logiquement et juridiquement. Les critères classiques de la détention provisoire, c'est quand vous avez un risque de réitération de l'infraction, quand vous avez un risque de pression sur des témoins, et là, il était tout à fait évident que ces risques-là n'étaient pas du tout caractérisés. Donc on a une utilisation de la détention provisoire qui est faite simplement à des fins d'intimidation. Et la raison pour laquelle vous avez des décisions provenant de plusieurs juridictions, c'est un peu difficile de s'y retrouver, c'est parce qu'il y a une activité et un combat judiciaire intense qui est mené par les avocats camerounais sur place, aussi bien sur la détention que sur le principe de la compétence du tribunal. Merci, Maître Saban. D'autres questions peut-être? On s'achemine tranquillement effectivement vers la fin de cette conférence. Je voudrais effectivement, peut-être en un dernier point, rappeler un point intéressant qui a été évoqué rapidement par l'un des journalistes s'agissant de la communauté internationale. Effectivement, nous avons eu récemment dans la presse notamment 2 communiqués, une de la part du représentant des États-Unis
pour l'Afrique et également de Mme Mogherini pour l'Union européenne. Je voudrais ici dire simplement que le MRC, bien évidemment, remercie, apprécie la compassion effectivement donc des citoyens à la fois américains et des citoyens européens à travers leurs représentants par rapport effectivement, j'allais dire, à leur intérêt porté à notre actualité. Donc ça n'empêche pas bien évidemment que nous poursuivons, comme l'a rappelé Maître Sapin, les mobilisations, puisque effectivement c'est ce qu'il faut poursuivre. Il a également indiqué des plaintes, en tout cas des dossiers qui sont portés au niveau de la justice. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Ce n'est pas effectivement, c'est un régime, on en a tous conscience, qui est là depuis 37 ans, donc ça n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà à peu près ce que nous on pouvait vous dire. Donc je reprécise un point, sauf s'il y a des dernières interventions, je précise qu'on a des clés USB qui sont prévues avec des fichiers pour pouvoir vous permettre de rédiger peut-être vos articles et de vous imprégner peut-être durablement de cette situation camerounaise. Voilà, merci beaucoup. Je passe peut-être la parole maintenant à une question. Voilà, une question. Voilà, présentez-vous et indiquez votre média peut-être, s'il vous plaît. Et salut à tous, Landry Tchatchon, je suis journaliste pour le 4e pouvoir, c'est un web média. Alors je voudrais savoir, vous avez dénoncé un certain nombre de vices. Est-ce que l'ensemble de tous ces vices-là ne constitue pas l'initiative de porter ce dossier à l'international? Merci. Alors, c'est une très bonne remarque. Il faut savoir que quand on saisit un organe international, on doit caractériser un certain nombre de violations. Donc, on a des obligations internationales. Et vous avez tout à fait raison. Parmi les éléments qui sont échangés entre mes confrères et moi, il y a notamment le fait qu'il n'y a pas de justice impartiale et indépendante qui prend en charge ces dossiers. Il faut aussi savoir une chose, c'est que quand on saisit une instance internationale, normalement, on doit avoir épuisé les recours internes. Mais cette condition d'épuisement interne des recours, elle n'existe pas quand les recours sont eux-mêmes illusoires ou inaccessibles. Et donc là, on est clairement dans des recours qui sont illusoires ou inaccessibles parce que s'ils étaient accessibles, on n'aurait pas tous les tribunaux qui auraient refusé d'instrumenter pendant la campagne présidentielle, comme l'a justement rappelé M. Djoko, et on n'aurait pas un tribunal militaire qui continuerait à se considérer comme compétent. Merci. Pour être assez clair, je repasse le micro à M. Bensimon. Aujourd'hui, ils sont clairement, non pas jugés, mais en tout cas, la procédure se fait clairement devant les tribunaux militaires. Oui. Uniquement. Oui. Parce que le TGI, lui, est responsable de quelle partie, là, en l'occurrence? Alors, si vous voulez avoir davantage de détails, les confrères de l'équipe de Douala pourront vous en donner, à mon avis, plus que moi, mais il se trouve qu'on est, pour l'instant, dans une phase qui est une phase d'instruction, et on a un juge militaire qui se considère comme compétent. Il y a des incidents sur les demandes de mise en liberté provisoire qui ont lieu en parallèle. Mais pour l'instant, on a des juges militaires qui se considèrent comme compétents pour les détenus. D'accord. Merci. Je passe peut-être le micro à monsieur Djoko, le temps de préparer un dernier point avant de vous libérer, qui concerne effectivement un communiqué qui a été rédigé par M. Maurice Kamto et les alliés et rendu public il y a 24 heures. Ok. Donc, en attendant que ce communiqué nous parvienne, je voudrais rappeler une nouvelle fois à l'attention des Camerounais de la diaspora qu'il est important et voire indispensable que nous continuions à nous mobiliser pour soutenir nos leaders, pour soutenir nos camarades qui sont aujourd'hui encore injustement en détention. Donc, le MRC Europe compte sur cette diaspora pour qu'elle continue
je veux aussi rappeler qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises par rapport à cette démarche à l'international dont Maître parlait tout à l'heure. Et je compte sur cette diaspora d'y apporter tout son soutien une fois qu'elle sera sollicitée. Quelques éléments qui sont des éléments pour un peu avoir des retours sur quelles ont été les réactions un peu internationales. C'est logique, on pense beaucoup aux prises de position donc, de diplomates américains, de diplomates européens, mais je souhaite qu'il ne soit pas oublié qu'il y a de très très nombreuses personnes dans la société civile internationale qui ont appelé à la libération de Maurice Kamto et des militants emprisonnés. Je pense à l'Université Paris-Ouest Nanterre, à la Société de droit international, à la Commission du droit international, à l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Donc il y a énormément d'institutions indépendantes qui ont pris la parole pour demander la libération de ces personnes-là. Et voilà, je souhaiterais les remercier. Et je pense que c'est important de voir qu'on peut, avec un agrégat entre guillemets de bonne volonté, aussi participer au fait que cette affaire ne s'éteigne pas. Merci beaucoup, Maître. Donc, on va terminer effectivement donc, sur cette déclaration donc, de M. Maurice Kamto et également des alliés pour le changement qui ont été effectivement donc, enlevés de manière extrajudiciaire. Donc voilà, j'ouvre la lecture. Alors, nous, le président élu Maurice Kamto et ses alliés Christian Panda Ekoka de l'ONG Agir, Paul-Éric Kingué du parti MPCN et donc qui a été le directeur de campagne de M. Maurice Kamto, Albert Zongan du parti La Dynamique, Gaston Abeyabé alias Valsero, donc qui est un artiste musicien, avons suivi avec un grand intérêt les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mme Michelle Bachelet, de la haute représentante de l'Union européenne, Mme Federica Mogherini, en date du 5 mars 2019, et du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, M. Tibor Peter Nagy, relative à la solution politique et sécuritaire au Cameroun. Donc l'ensemble de ces déclarations déplorait les arrestations récentes de certaines personnalités politiques et leur détention prolongée, parmi lesquelles Maurice Kamto ainsi que ses alliés politiques et des militants et sympathisants du MRC. Nous y avons été particulièrement sensibles. Ces déclarations exhortent le Cameroun à libérer les personnes arrêtées dans le respect de ses engagements internationaux. S'agissant de la situation dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, elles demandent aux autorités camerounaises de recourir à un dialogue inclusif, réagissant particulièrement à la déclaration du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Le gouvernement camerounais, à travers son ministre de la Communication, a indiqué ce qui suit. Le gouvernement camerounais regrette vivement les propos qui, non seulement dénoncent une méconnaissance des enjeux, des réalités et des faits concernant l'arrestation de Maurice Kamto et les membres de ses partisans, ainsi que la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi une velléité d'immixtion à peine voilée et inadmissible dans les affaires intérieures du Cameroun. Maurice Kamto et ses partisans sont détenus pour des faits de droit commun, entre autres, d'insurrection, d'hostilité contre la patrie, de rébellion et de destruction de biens publics, tant à l'intérieur du pays que dans plusieurs ambassades du Cameroun à l'étranger. Donc, accusations dont ils répondent actuellement devant la justice, seuls habilités à confirmer en non les charges retenues contre eux. Alors, fait de droit commun, donc fin de citation, fait de droit commun, dit le ministre de la Communication, qui curieusement nous conduisent devant une juridiction d'exception qu'est le tribunal militaire de Yaoundé. Nous rappelons que le Cameroun n'est pas isolé du reste de la communauté internationale. Dans le cadre de la dite communauté, notre pays a pris divers engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Ce sont les mécanismes de la communauté internationale qui ont permis au Cameroun de régler favorablement son différend avec le Nigeria. Et en tout état de cause, notre pays ne saurait invoquer la communauté internationale quand cela l'arrange et lui jeter l'opprobre quand celle-ci daigne lui rappeler ses engagements internationaux. À cet égard,
le premier président de la Cour suprême du Cameroun, la plus haute juridiction du pays, garante ultime des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens, déclarait au cours de l'audience solennelle de rentrée 2012 ce qui suit. En marge de constitutionnalité, le juge national peut écarter une loi devenue caduque pour faire respecter les engagements qui s'imposent à l'État qui a ratifié une convention internationale. C'est le sens des arrêts Jacques Vabre, Nicolo et Omaïs Kassim, rendus respectivement par la Cour de cassation, le Conseil d'État français et la Cour suprême du Cameroun. Fin de citation. Faut-il rappeler que c'est au titre des engagements et de son appartenance à la communauté en matière, cette haute mission commande que notre pays fasse preuve d'un minimum d'égard pour les droits humains fondamentaux de ses propres citoyens. C'est le lieu de réfuter catégoriquement les allégations du ministère de la Communication, nous attribuant un certain nombre d'actes dans le dessein évident d'embastiller les alliés pour le changement, paralyser leurs activités politiques, terroriser les populations et anéantir les balbutiements de la démocratie afin d'instaurer le totalitarisme dans notre pays. Nous voulons qu'il soit clair pour tous que nous et nos 160 camarades détenus dans différentes prisons du Cameroun sommes des prisonniers politiques et en tant que leader politique ayant pris part à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, nous avons demandé le recomptage de voix bureau de vote par bureau de vote sur la base de la confrontation des procès-verbaux avec les listes d'émargement afin de faire la lumière sur le véritable vainqueur de cette élection. D'autre part, nous avons demandé la réforme consensuelle du système électoral afin de garantir pour les échéances à venir des élections transparentes, justes et équitables. S'agissant de la situation dans les régions anglophones du pays, nous n'avons nous-mêmes cessé d'appeler à un dialogue inclusif pour résoudre durablement les crises multiformes qui affectent gravement notre pays au point de menacer son intégrité, voire son existence en vain. En effet, nous ne pouvons terminer sans exprimer notre perplexité face à l'attitude de certains des partenaires de notre pays. Comment comprendre le silence assourdissant et embarrassant de l'Union africaine, en particulier à un moment où on y exalte la nécessité du règlement des problèmes africains par les Africains? Ce d'autant plus qu'elle ne saurait prétendre ignorer ce qui se passe au Cameroun au regard de nos multiples démarches auprès d'elle. Comment comprendre le mutisme de certains des partenaires historiques de notre pays, notamment la France, qui prétend avoir des intérêts importants au Cameroun? Nous saisissons cette occasion pour remercier la communauté internationale de l'attention qu'elle ne cesse de porter à la situation de notre pays. C'est également le lieu d'exprimer notre profonde reconnaissance au peuple camerounais pour son inestimable soutien moral et ses gestes de solidarité et de l'exhorter à garder haut la flamme de l'espoir pour un changement politique et bénéfique à tous dans notre pays. Notre gratitude va enfin aux organisations internationales, notamment Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, à la Human Rights Watch, aux sociétés savantes qui, de par le monde, nous apportent à nous-mêmes ainsi qu'à l'ensemble du peuple camerounais leur précieux soutien et leur réconfort. Fait à la prison principale de Yaoundé le 10 mars 2019, donc c'était il y a 3 jours, ont signé le président élu Maurice Kamto, Christian Pendaïkoka de l'ONG Agir, Paul-Éric Kingé du parti MPCN, Albert Zongan de la Dynamique et enfin Abbé Gaston, alias Valsero, artiste musicien. Voilà. Merci donc à tous effectivement pour votre aimable attention. Je voudrais effectivement également adresser mes remerciements aux médias qui ont accepté effectivement de s'intéresser ce jour à l'actualité du Cameroun. Merci aux invités, aux diverses professions qui sont présentées aujourd'hui. Je remercie également, un grand merci à monsieur, à Maître Saban qui effectivement a un travail tout à fait remarquable dans le cadre de ce dossier. Donc, bien évidemment, nous reviendrons vous faire part
des éléments qui seront à notre disposition. Mais c'est un travail effectivement que nous n'arrêtons pas et que nous sommes tout à fait disposés à poursuivre le plus longtemps possible. Voilà, merci. C'est fini là. Je coupe là, terminé. Quel forum? La mort de Oui, il va vous les distribuer, il est derrière.